On dit que la différence entre une ferme industrielle moderne et un vieux poulailler rural n'est pas plus grande que celle entre une horloge numérique et un cadran solaire. Mais c'est faux. L'horloge numérique ne comprend rien du temps, elle ne fait que l'afficher. Le poulailler industriel, lui, ne comprend rien au vivant. Il ne fait que le produire à la chaîne. Cette comparaison choque, je le sais, mais c'est précisément là que commence notre conflit. Le premier conflit est intérieur. Avons-nous oublié comment on m'élève vraiment une poule ? Le second est économique. Avons-nous laissé l'industrie décider à notre place ce qui guérit, ce qui nourrit, ce qui fonctionne ? Et le troisième, le plus dangereux, est culturel. Avons-nous abandonné l'héritage de nos grands-parents pour des solutions emballées sous plastique ? Pour comprendre ce que nous avons perdu, il faut repartir loin derrière, dans un passé que beaucoup croient disparu, mais qui respire encore dans les archives des villages de l'ex-URSS. Année 1942, Oblast de Smolensk. Le blocus coupe les lignes d'approvisionnement, les trains médicaux n'arrivent plus, les magasins sont vides. Pourtant, dans les kolkhozes, les poulaillers communautaires continuent de battre comme des cœurs résistants. Les femmes et les enfants y élèvent des poules rustiques, les vieilles Kuchinskaya, les Ushanka, les Yurlovski, capables de survivre sous moins 20 degrés Celsius, de gratter la neige pour trouver une graine, de pondre, même sous rationnement. Personne n'avait d'antibiotiques, personne n'avait d'aliments composés. Ce qu'ils avaient, c'était la terre, les herbes locales et une science transmise à voix basse. Le thym des steppes pour les rhumes, l'ail de cuisine pour les parasites, l'origan sauvage des prés ukrainiens pour les fléaux digestifs. En 1954, dans les campagnes du Kazakhstan, une sécheresse frappe pendant 3 mois. Les camions d'aliments ne passent plus. Les villages de la région d'Aktobé survivent grâce à un système simple. L'eau chaude infusée d'herbes médicinales pour renforcer l'intestin des poules, les décoctions d'ail pour garder la parvada debout. Ce n'était pas une légende, c'était la seule médecine accessible. Et elle fonctionnait. Avance rapide, aujourd'hui. Ironie du siècle, la science moderne redécouvre ce que les babouchkas savaient déjà. L'origan, par exemple, contient en moyenne 60 à 80% de carvacrol dans son huile essentielle, un composé capable d'inhiber la croissance de bactéries agressives. Le thymol, son acolyte, stabilise les membranes cellulaires et réduit l'inflammation intestinale. Et regardez ceci, 100 g d'origan sec contiennent plus de 1500 mg d'antioxydants naturels, des flavonoïdes qui soutiennent l'immunité des oiseaux, sans laboratoire. Sans brevet, juste la plante. Jusqu'à 8% de protéines végétales, de la vitamine K, du fer, du manganèse, un cocktail que même les géants pharmaceutiques ne peuvent pas standardiser. Et c'est là le cœur du complot économique. La nature ne peut pas être brevetée. Ce qu'on ne peut pas breveter, on ne peut pas vendre cher. Ce qu'on ne peut pas vendre cher, on l'enterre sous le marketing. Pourquoi aucune bouteille d'eau au supermarché n'indique « infusé à l'origan pour la santé des volailles » ? Parce que si un aviculteur trouve une plante qui remplace 3 médicaments, l'industrie perd 3 marchés. Et l'industrie n'aime pas perdre. Elle préfère vous persuader que sans son sachet numéroté, votre poule est condamnée. Pourtant, dans les villages du Donbass ou du Gomel rural, on savait depuis des générations que quelques feuilles d'origan sauvage, jetées dans l'eau chaude du matin, suffisaient à garder les poules alertes et résistantes pendant les hivers humides. Pas de miracle, juste de la biologie appliquée. Alors comment commencer, toi, aujourd'hui ? Très simple. Les conseils pratiques tiennent en une phrase. Ajoute un peu de nature là où on t'a appris à n'ajouter que des produits. Une pincée d'origan séché dans l'eau tiède, une gousse d'ail écrasée dans le grain fermenté. Rien d'extravagant, juste un retour à l'essentiel. Et pour conclure cette première archive, laisse-moi te dire ceci. Revenir aux racines, ce n'est pas reculer. C'est réapprendre à marcher sans béquilles industrielles. Nos fermes gagnent en autonomie quand notre mémoire se réveille. Et la mémoire ne survit que si nous la transmettons. Prépare-toi, parce que la prochaine archive s'ouvrira bientôt, et elle porte un secret encore plus dérangeant. On pourrait croire que tout cela n'est qu'un conte rural, une nostalgie romantique de villages oubliés. Mais ouvre les archives de 1966, région de Vitebsk, Biélorussie. Un hiver interminable, les entrepôts d'aliments bloqués par la glace, et pourtant les poulaillers collectifs continuent de produire des œufs comme des phares dans la tempête. Pourquoi ? Parce que les éleveurs savaient où pousser la porte du savoir, celle du jardin médicinal, du potager familial,
du talus derrière la grange où les plantes sauvages poussaient comme des alliées silencieuses. Il n'avait rien de superflu, pas de sachets colorés, pas de poudre mystérieuse, juste des feuilles séchées sur un fil, une décoction brûlante partagée entre bétail et humain, et l'instinct d'observer la nature avant de la contredire. En Ukraine centrale, dans l'oblast de Poltava, les récits de l'année 1973 racontent comment un village entier a évité l'effondrement de sa production avicole grâce à une seule technique transmise depuis les Cosaques. Une infusion d'herbes aromatiques, origan, ail sauvage, achillée, versés dans les abreuvoirs pour maintenir les poules en pleine forme, malgré une épidémie digestive qui décimait les exploitations voisines. Les poules rustiques, les mêmes Poltavska aux plumes dorées que les grands-mères chérissaient, ont traversé cette crise comme si leur corps connaissait déjà la mélodie des plantes. Elles se redressaient, elles picoraient, elles résistaient. Une connaissance ancienne, une science, oui, mais pas celle des laboratoires. La science de l'observation lente, patiente, enracinée. C'est là que les mécanismes biologiques commencent à parler, sans poésie, juste avec la logique du vivant. Le carvacrol, principal composé de l'origan, agit sur les membranes des bactéries. Il perturbe leur structure et les rend incapables de se multiplier. Le thymol, lui, s'insère dans les parois cellulaires et empêche l'inflammation de s'installer. Résultat, une poule qui digère mieux, qui respire mieux, qui se défend mieux. Ce n'est pas de la magie, c'est de la chimie naturelle. Le carvacrol possède un effet antioxydant mesurable, jusqu'à 90% d'activité inhibitrice dans certaines extractions traditionnelles. L'ail, de son côté, renferme l'allicine, un composé soufré qui agit comme un nettoyeur intérieur, réduisant la charge microbienne et améliorant la microflore digestive. Des chiffres simples. 100 g d'ail contiennent environ 6 g de protéines végétales, 1,2 mg de manganèse, 31 mg de vitamine C. Et la vitamine C, pour une poule, c'est plus qu'un supplément, c'est un carburant immunitaire. Voilà pourquoi les poules qui en consomment régulièrement montrent moins de stress oxydatif, surtout en hiver ou pendant la mue. Et pourtant, tout cela est étrangement absent des supermarchés modernes. Pourquoi ? Parce que la nature ne peut pas être brevetée. Une plante qui pousse sur le bord d'un chemin ne rapporte rien. Une plante que tout le monde peut cultiver, sans licence, sans additifs, sans emballage, c'est un danger pour ceux qui vivent des dépendances chimiques. Une industrie sans dépendance est une industrie morte. Alors, que fait-on ? On emballe des solutions artificielles, on dit au public que seules les molécules synthétiques fonctionnent, on transforme les aviculteurs en clients permanents plutôt qu'en gardiens du savoir. C'est pour cela que les pratiques ancestrales ont été rayées des étagères, effacées des manuels, réduites à des anecdotes folkloriques. On ne peut pas vendre un brin d'origan 40 fois son prix. On ne peut pas transformer une infusion d'ail en produit miracle estampillé premium. Alors, on les laisse disparaître des discours officiels. Mais toi, aujourd'hui, tu peux renverser ce silence. Comment ? Par des gestes minuscules mais puissants. Ajoute une poignée d'origan dans l'eau chaude et laisse-le infuser avant d'abreuver tes poules. Écrase une gousse d'ail et mélange-la au grain humide. Ajoute un filet de vinaigre de cidre maison pour acidifier légèrement l'eau et soutenir le système digestif. Des gestes si simples qu'ils paraissent dérisoires. Et pourtant, ils ont traversé un siècle de guerre, de famine, de sécheresse. Dans les années 1980, en Asie centrale, des villages entiers du sud du Kyrgyzstan administraient encore ces tisanes à leurs gallinacés pour surmonter les étés brûlants où l'eau stagnante devenait un nid à maladies. Résultat, les poules survivaient, elles pondaient, elles grandissaient. Pas grâce à la technologie, mais grâce à l'alliance millénaire entre l'éleveur et la plante. La biologie moderne confirme ce que ces peuples savaient sans le formuler en équation. Une poule en bonne santé dépend d'un microbiote équilibré, d'un intestin capable d'absorber les acides aminés essentiels, lysine, méthionine, tréonine, nécessaires à la formation des plumes, des œufs, des anticorps. Une simple infusion d'origan améliore l'absorption de ces nutriments en réduisant l'inflammation intestinale de base. Ajoute à cela l'effet stimulant de l'ail sur la circulation sanguine et tu obtiens un oiseau plus performant, plus résistant, moins coûteux à entretenir.
Des poules qui vivent plus longtemps, qui pondent mieux, qui s'adaptent au climat capricieux de l'espace post-soviétique, les printemps boueux, les étés brûlants, les automnes humides où la moisissure menace les grains. Alors, que reste-t-il à faire? Se souvenir, reprendre la main, appliquer des gestes oubliés. Tu n'as pas besoin d'être chimiste pour comprendre que l'odeur fraîche de l'origan annonce la santé. Tu n'as pas besoin d'être vétérinaire pour voir qu'une poule qui boit de l'eau légèrement infusée d'ail garde l'œil vif et le plumage serré. Tu n'as besoin que d'ouvrir les yeux. La nature te donne tout, tu n'as qu'à tendre la main. Et la pensée finale, la voici. Retourner à nos racines n'est pas un acte de nostalgie, mais un acte d'autonomie. Nos fermes ne seront fortes que lorsque notre savoir sera vivant, transmis, partagé. Les plantes parlaient déjà aux poules bien avant que nous sachions les nommer. Il est temps d'écouter à nouveau. La prochaine archive est prête, elle n'attend que toi pour s'ouvrir. On raconte qu'au plus fort de la crise alimentaire de 1988, lorsque l'effondrement de l'approvisionnement soviétique avançait comme une ombre sur les campagnes, les poulaillers communautaires de la région de Mogilev, en Biélorussie, devinrent des sanctuaires de survie. Ce n'était pas seulement la viande qu'ils fournissaient, c'était la certitude que tant que les poules tenaient, le village tiendrait aussi. Dans ces années-là, les anciennes éleveuses, les tantes du poulailler, gardaient encore en mémoire les secrets des herbes locales. Elles n'avaient pas besoin d'ouvrages scientifiques pour comprendre qu'une poule malade refusait l'eau, mais s'approchait instinctivement de la touffe d'origan sauvage près de la clôture. Elles observaient, elles apprenaient, elles transmettaient. Une archive particulièrement frappante décrit un hameau près de Tchernihiv, en Ukraine, où la population volaillère résista à une série d'hivers glaciales grâce à un rituel simple. Chaque matin, avant même que le soleil n'atteigne les toits givrés, on versait une eau aromatique dans les auges, une eau brunâtre, parfumée aux plantes des prés et des bois. Les poules buvaient, secouaient leurs plumes, et le poulailler reprenait son souffle, comme un organisme entier. Dans les marges du registre, un homme écrivit « La terre nous soigne, si nous la laissons faire ». Il ne parlait pas en poète, mais en paysan qui survivait. Le contraste avec aujourd'hui est presque grotesque. On nous vend des solutions dans des boîtes brillantes, avec des slogans rassurants, mais sans âme. Pourtant, même dans les laboratoires modernes, on confirme maintenant ce que ces villages savaient empiriquement. Les analyses chromatographiques révèlent que l'origan issu des steppes russes présente un profil unique. Jusqu'à 4,2% d'huile essentielle par masse sèche, une concentration remarquable de carvacrol et de flavonoïdes, apigénine, lutéoline, capables de limiter l'activité des agents pathogènes intestinaux. Le climat continental extrême, alternant gel profond et été torride, force la plante à développer un système de défense chimique plus robuste. Résultat, une plante plus puissante que ses équivalents d'Europe occidentale, un véritable coffre-fort de molécules bioprotectrices. L'ail post-soviétique n'est pas en reste. Riche en composés organosoufrés, il développe une allicine plus stable en raison des sols minéraux abondants en sélénium. Ce sélénium, essentiel au métabolisme aviaire, favorise la santé thyroïdienne et la résistance immunitaire. La poule rustique, de la Dominant, de la Kuchinskaya, de la Adler Silver, répond instinctivement à ces éléments comme si son organisme reconnaissait un langage ancien. Mais ce langage, l'industrie ne sait pas le parler. Elle sait seulement traduire la nature en produits commercialisables. Et ce qui ne peut pas être mis dans une boîte perd de sa valeur économique. C'est pour cela que les rayons des supermarchés sont remplis de compléments standardisés, mais totalement dépourvus des nuances biochimiques des plantes locales. La nature ne peut pas être brevetée, c'est sa force, mais aussi la raison pour laquelle elle disparaît des discours officiels. Qui investirait dans une plante que n'importe quel villageois peut cultiver gratuitement? Qui financerait la redécouverte d'un savoir dont personne ne peut posséder l'exclusivité? Ce n'est pas une conspiration de cinéma, c'est une logique économique brute, implacable, presque mécanique. Tant que la dépendance rapportera, l'autonomie sera présentée comme archaïque. Et pourtant, ce sont précisément ces archaïsmes qui ont sauvé des villages entiers. Les témoignages des années 1991 à 1994, période de chaos post-soviétique, sont particulièrement éloquents. Dans certaines zones du Kazakhstan oriental, le commerce avait cessé presque totalement. Les éleveurs, privés d'antibiotiques vétérinaires, revinrent spontanément aux herbes.
Une archive du district de Sémé rapporte que les fermes qui restèrent fonctionnelles étaient celles où les anciens avaient conservé la pratique des infusions aromatiques destinées à maintenir la vitalité des volailles. Pas comme médicament, mais comme soutien général, comme une nourriture pour les défenses naturelles. La biologie moderne décrit cela d'un terme élégant, modulation immunitaire. Les anciens disaient simplement « la plante donne de la force ». Deux expressions, un même phénomène. La science actuelle explique même ce que les anciens observaient sans pouvoir le nommer. Les herbes aromatiques améliorent la perméabilité intestinale, ce qui favorise l'assimilation d'acides aminés essentiels. La lysine, indispensable à la formation de la masse musculaire, la méthionine, qui soutient la croissance des plumes et la synthèse des hormones, la thréonine, pivot de la construction des anticorps. Ces acides aminés ne sont pas des détails, ils déterminent la capacité d'une poule à pondre régulièrement, à mue rapide, à survivre aux hivers longs. Sans eux, l'oiseau décline. Avec eux, il prospère. Les herbes ne créent pas ces acides, bien sûr, mais elles permettent au corps de mieux les absorber et de mieux en tirer parti. Voilà le vrai secret. Les herbes ne remplacent pas la médecine, elles amplifient la vie. Et pourtant, malgré ces découvertes, l'industrie continue d'ignorer la force des solutions naturelles. Pourquoi ? Parce qu'aucun brevet ne protège l'origan qui pousse sous ta fenêtre. Aucun PDG ne peut s'approprier une recette transmise par une grand-mère du don. Aucun actionnaire ne peut contrôler une plante qui renaît spontanément après l'hiver. La nature échappe au marché. Et tout ce qui échappe au marché finit par être relégué au statut de mythe. Mais le mythe ici est un fait. Pendant un siècle entier, là où l'Empire tombait, où les magasins se vidaient, où les systèmes s'effondraient, les poules survivaient grâce aux plantes. Ce n'est pas du folklore, c'est de l'histoire. Alors, que peut faire un éleveur moderne ? D'abord, comprendre que les pratiques anciennes ne sont pas des reliques. Elles sont des outils, un savoir, une boussole. Il ne s'agit pas d'improviser, ni de tout remplacer par des herbes, mais de réintégrer le lien entre l'oiseau et son environnement. L'éleveur qui connaît ses plantes n'est pas vulnérable, il est autonome. L'éleveur qui observe ses poules devient un partenaire de la nature, pas un simple consommateur dépendant de l'industrie. Et si je devais te laisser une pensée pour clore cette étape du voyage, ce serait celle-ci. Nous ne redécouvrons pas la nature, c'est elle qui nous redécouvre. Elle se rappelle à nous, doucement, obstinément, comme une voix oubliée dans une maison vide. Les connaissances ne survivent que si on les transmet. Le prochain chapitre n'attend que d'être réveillé. Les archives s'ouvrent encore, et cette fois, ce qu'elles contiennent pourrait bien changer ta façon de regarder chaque plante de ton jardin. Si tu fermes les yeux un instant et que tu imagines un village de Sibérie occidentale en 1979, tu entendras peut-être le vent sec qui racle les planches d'un vieux poulailler. Et pourtant, à l'intérieur, la vie continue. Pourquoi ? Parce qu'au cœur de ces terres rudes, les éleveurs avaient développé une compréhension presque instinctive des plantes capables de soutenir la santé de leurs volailles. On retrouve dans les journaux de ferme du Kraï d'Altaï une mention répétée d'un rituel étonnant. Une fois par semaine, on préparait une eau chaude infusée d'herbes récoltées sur les pentes sèches, origan, achillée, ortie, et on la distribuait au petit matin avant les grands froids. Les poules rustiques, Altaïskaya, répondaient comme si leur organisme reconnaissait le signal ancestral. Elles buvaient, gonflaient leurs plumes, et la cohue matinale reprenait de plus belle. On ne parlait pas alors de renforcement immunitaire, on disait simplement « on les aide à tenir ». Et elles tenaient. Dans les années 1982 à 1987, un groupe de chercheurs de Tachkent se pencha sur une énigme agricole. Pourquoi certaines petites fermes d'Ouzbékistan affichaient-elles des taux de mortalité aviaire nettement inférieurs malgré l'absence de médicaments modernes ? L'étude, jamais publiée dans les grandes revues, montra que ces familles utilisaient régulièrement l'ail local, un ail plus riche en composés soufrés que la moyenne mondiale, et l'origan sauvage du Piémont pour prévenir les maladies digestives. Les résultats étaient limpides. Les volailles présentaient une meilleure assimilation du calcium, une croissance plus homogène et une résistance accrue aux variations climatiques extrêmes. Les chercheurs mesurèrent même les taux d'allicine avant et après macération, une augmentation de 23 à 32% selon la méthode de préparation. Une simple plante, un simple geste, une différence immense.
Mais l'industrie? Silence total. Parce qu'aucune usine n'aurait pu transformer ces pratiques en produits brevetables. Le mécanisme biologique derrière tout cela est pourtant fascinant. Le carvacrol, ce composant clé de l'origan, perturbe la membrane externe des bactéries pathogènes. C'est comme si la plante disait littéralement à l'envahisseur « Tu ne passeras pas ». Il affaiblit les agents infectieux, réduit la charge bactérienne et empêche l'inflammation chronique. Une poule qui absorbe régulièrement ces molécules voit son microbiote stabilisé, son intestin moins irrité, son appétit maintenu même en période de stress. Ajoute à cela la présence de vitamines K, E, du fer, du magnésium, et tu obtiens une plante qui ne nourrit pas seulement, elle arme. L'ail, avec ses composés soufrés, agit comme un filtrage intérieur. Il stimule la circulation, facilite le transport des nutriments, réduit le stress oxydatif. Les anciens observaient sans comprendre les mécanismes, mais ils ne se trompaient pas. Les poules qui recevaient ces infusions vivaient plus longtemps, pondaient davantage et résistaient mieux aux hivers interminables. Alors comment ces savoirs se sont-ils perdus? Pas par manque d'efficacité, mais par excès de rentabilité. Dans les années 1990, avec l'ouverture des marchés, les entreprises agro-industrielles ont envahi les étagères. On a commencé à présenter les plantes comme incertaines, arriérées, non standardisées. On a réduit la confiance des éleveurs. On a remplacé l'observation par l'ordonnance. On a imposé la dépendance comme norme. Une poule qui se soigne naturellement, c'est une poule qui n'achète rien. Un éleveur autonome, c'est un client perdu. Alors, on a modernisé à outrance. On a oublié que durant les pires périodes, les villages avaient survécu sans rien d'autre que les feuilles de leurs champs. Et puisque la nature ne peut pas être brevetée, elle a été discrètement effacée des manuels d'agronomie. Voilà le vrai complot. Pas une conspiration sombre, mais un effacement économique. On ne bannit pas les plantes, on les invisibilise. Pourtant, les archives racontent une toute autre histoire. Dans la région de Gomel, en Biélorussie, après la chute de l'URSS, les fermes collectives dispersées se sont retrouvées sans moyens, sans médicaments, sans achat extérieur possible. Les éleveurs ont ressorti les cahiers des grands-mères. L'origan pour le système respiratoire, l'ail pour les parasites, la manzanilla, oui, la même que l'on boit pour calmer l'estomac, pour apaiser le stress des volailles lors des périodes de bruit, de migration de renards ou de tempêtes. Le résultat? Des parvadas étonnamment stables, des taux de ponte réguliers malgré la crise, et des mortalités faibles. Les plantes n'étaient pas une alternative, elles étaient la solution quand tout le reste s'effondrait. Aujourd'hui, la science renforce encore ces observations. Une étude interne menée sur des poules de type Ross, en climat continental, montre que l'ajout d'origan dans l'eau réduit de 40% les signes d'entérite légère. Une autre observation empirique dans des fermes familiales de Russie centrale relève une augmentation de 15 à 22% du rendement en œufs chez les poules recevant des décoctions d'ail et de manzanilla en alternance. Ce ne sont pas des élucubrations, ce sont des chiffres issus du terrain. Le climat rude, le sol minéral, les plantes chargées en huiles essentielles forment un triptyque parfaitement adapté aux races rustiques de l'espace post-soviétique. Que peut donc faire un éleveur moderne, pris entre l'industrie qui vend et la tradition qui survit? C'est simple, il doit redevenir un lecteur du vivant. Regarde ton terrain, regarde ce qui pousse spontanément. L'origan local est plus puissant que celui vendu en sachet. L'ail de ta propre récolte contient plus d'énergie cellulaire que les granulés importés. Tu peux commencer modestement, une infusion par semaine, une eau aromatique après un épisode de froid, un soutien doux pendant la mue. Pas besoin de dogme, juste de cohérence. Les poules comprennent ce langage. Leur organisme a évolué pendant des siècles aux côtés de ces plantes. Ce que nous appelons remède, elles appellent simplement nourriture intelligente. Et pour conclure cette partie, retiens ceci. Revenir aux plantes, ce n'est pas revenir en arrière, c'est revenir à soi. L'autonomie agricole ne naît pas de l'abondance, mais de la connaissance. Les archives que nous explorons ne sont pas des reliques poussiéreuses, elles sont des torches allumées que nous devons transmettre avant qu'elles ne s'éteignent. La prochaine archive approche, et ce qu'elle contient pourrait transformer encore davantage ta manière de protéger ta parvada. Prépare-toi,
car le voyage vers les racines ne fait que commencer. Imagine un village du nord du Kazakhstan en 1996. Les magasins à moitié vides, les routes encore marquées par les traces du désordre post-soviétique, et pourtant, dans les arrière-cours, les poulaillers chantent encore. Comment est-ce possible? Les archives locales racontent une scène presque cinématographique. Une femme d'une cinquantaine d'années, foulard serré, tablier râpé, préparant à la lueur d'une ampoule une décoction d'herbe qu'elle verse dans un seau fumant. Ces poules, des Kazakhski Beli et des Alatau, accourent comme attirées par un parfum familier. Quelques minutes plus tard, les oiseaux boivent, picorent, secouent leurs plumes, réveillant peu à peu la cour enneigée. Ce rituel, répété depuis des décennies, avait permis au village de passer à travers des hivers où même les vétérinaires ne venaient plus. Pas de médicaments, pas de vaccins modernes. Rien que les herbes locales, le savoir transmis, la confiance dans la terre. Voilà ce que les archives murmurent. Les plantes étaient la première barrière, la première armure, la première médecine avant que ce mot ne soit accaparé par l'industrie. Dans le sud de la Russie, autour de Rostov, un registre agricole de 1974 raconte une histoire similaire. Cette année-là, un épisode de mycoplasmose frappa les exploitations. Les grandes fermes, dépendantes des médicaments importés, furent paralysées par les pénuries. Mais les particuliers et les petites communautés rurales qui utilisaient l'eau aromatique d'origan, d'ail et d'achillée notèrent une mortalité drastiquement plus faible. Les archives évoquent même des pourcentages, une chute de symptômes de 30 à 45% dans les poulaillers où les herbes étaient administrées régulièrement. La raison? Ces plantes contenaient des composés aromatiques capables de réduire la croissance des bactéries responsables des problèmes respiratoires. Les molécules naturelles ne remplaçaient pas tout, mais elles donnaient du temps, de la résistance, de l'énergie. Elles soutenaient la vie. Et pendant un blocus, un effondrement économique ou un hiver trop long, gagner du temps, c'est survivre. Aujourd'hui, la recherche moderne réanalyse ces données sous un angle scientifique. Le carvacrol, l'un des piliers de l'origan, possède une structure chimique capable de s'insérer dans la membrane lipidique des agents pathogènes et de la fragiliser. Les bactéries se retrouvent incapables de maintenir leur pression interne, ce qui freine leur multiplication. Le thymol, autre géant moléculaire, renforce les jonctions cellulaires et réduit l'inflammation intestinale, ce qui permet une meilleure absorption des nutriments essentiels. Résultat, une poule qui digère mieux transforme mieux son aliment et produit davantage d'œufs. Des chiffres existent, une amélioration de 5 à 12% de l'assimilation protéique selon les essais menés en volaille rustique. Et l'ail? Ces composés soufrés agissent comme un nettoyeur intérieur, réduisant la charge microbienne, améliorant la circulation et soutenant la fonction hépatique. Là encore, les anciens observaient l'effet sans connaître le mécanisme. Ils disaient simplement que les poules gardaient la chaleur intérieure. Plus frappant encore est le rôle des plantes dans la gestion du stress, un facteur souvent sous-estimé. Les éleveurs soviétiques savaient que les tempêtes, les intrusions de prédateurs, les changements de température ou même les bruits inhabituels pouvaient faire chuter la ponte de moitié. La manzanilla, oui, la simple camomille que l'on boit pour dormir, était utilisée comme eau apaisante dans les périodes difficiles. Les archives du district de Brest, en Biélorussie, rapportent que les poules recevant du thé concentré de manzanilla pendant les fortes chaleurs de 1983 réduisirent leur taux de mortalité de 18%. Ce n'est pas de la magie. La manzanilla contient de l'apigénine, un flavonoïde aux propriétés relaxantes et anti-inflammatoires. Une poule moins stressée mange mieux, dort mieux, pond mieux. Les molécules naturelles, encore une fois, ne guérissent pas tout, mais elles soutiennent les capacités naturelles de l'oiseau, et cela fait toute la différence. Alors pourquoi toutes ces pratiques, pourtant efficaces, ont-elles été balayées? Parce que l'industrie repose sur un principe simple, rendre l'éleveur dépendant. Une plante, tu peux la cultiver, tu peux la récolter, la sécher, la stocker, la transmettre. Un médicament commercial, tu dois l'acheter. Un produit breveté, tu dois payer pour y accéder. Et lorsqu'une industrie pharmaceutique réalise que les plantes ne peuvent ni être brevetées, ni standardisées, ni contrôlées économiquement, elle n'a aucun intérêt à promouvoir leur usage. Les herdes deviennent alors non fiables, non vérifiées, non modernes. Et pourtant, regarde les chiffres.
Pendant un siècle de guerre, de famine, de sécheresse, ce sont les herbes qui ont tenu les villages debout. Pas les usines, pas les laboratoires, pas les supermarchés. Mais alors, que faire aujourd'hui? Comment réintégrer ce savoir sans tomber ni dans la superstition, ni dans l'excès inverse? Très simple. Observer, tester, réguler. Une infusion hebdomadaire d'origan améliore la vitalité générale. Une macération d'ail dans l'eau renforce l'immunité. Un ajout de manzanilla calme les poules stressées. Une feuille de sabila dissoute dans l'eau de boisson soutient le système digestif. Rien de radical, rien d'explosif. Juste une synergie entre l'ancien et le nouveau. Les poules comprennent ce langage parce que ce langage est inscrit dans leur évolution. Souviens-toi, les races rustiques d'Europe de l'Est et d'Asie centrale ont passé des siècles à survivre dans des milieux extrêmes, guidés par les plantes que les villageois connaissaient par cœur. Et maintenant, voici la pensée finale, celle qui t'accompagnera jusqu'au prochain chapitre. Dans un monde où tout s'achète, la véritable richesse est ce que tu peux transmettre. Ce savoir ne t'appartient pas, il t'a été confié. Si tu le mets en pratique, tu honores des générations d'éleveurs qui ont survécu sans manuel, sans marque, sans dépendance. Si tu le transmets, tu deviens un maillon de cette chaîne ancienne. Et si nous continuons tous à faire vivre ces archives, alors nos poulaillers ne seront plus seulement des lieux de production, ils redeviendront des lieux de mémoire, de résistance et d'autonomie. Le prochain dossier s'ouvrira bientôt. Prépare-toi. Ce que tu vas y découvrir pourrait bien redéfinir complètement la manière dont tu vois la santé de tes volailles.